En France, les services d'urgence des hôpitaux accueillent plus de 50 000 personnes par jour. Ce quotidien de stress permanent à flirter avec la vie comme avec la mort, notre invité l'a vécu. Je me souviens de mon premier cas parce qu'il m'a marqué. C'était une mamie qui s'était fait attaquer par des chats. Elle a été médecin urgentiste dans des hôpitaux. Elle a aussi travaillé au SAMU sur des interventions dingues qu'elle va nous raconter. Et avant, on accouchait sans personne, donc tu peux tout à fait bien se passer, sauf que bien sûr, là, ça se passe pas super bien. Et a aussi fait partie d'un service de réanimation où elle a littéralement ramené des gens à la vie. Et pareil, t'entends le scope qui fait tut, et le tut, ça ne bat plus. Aujourd'hui, elle travaille en médecine physique et de réadaptation et aide des enfants et des adultes à se réapproprier leur corps. Ce soir, je dîne avec Naf, une médecin tout-terrain. En fait, la petite qui n'avait donc pas parlé depuis 3 semaines, la première chose qu'elle dit, c'est Papa, pourquoi t'as pas sauvé maman ? Je suis trop contente que tu sois là. Bah, écoute, ça va. T'es pas trop impressionnée par le setup et tout ? Un petit peu, enfin c'est très nouveau, très inédit, mais... T'as jamais fait de tournage ? Jamais. Premier tournage. On a beaucoup d'invités dans ces premiers tournages et franchement, à chaque fois, ça se passe plutôt bien parce que vous avez des vies extraordinaires et toujours plein de choses à raconter. On va commencer avec un petit apéro. On va t'amener de l'eau et des petits gâteaux. Est-ce que quand t'étais petite, tu regardais ton âge au fond de ton verre ou pas ? Mais toujours, bien sûr. Et bah, il y a un chiffre écrit. 25. 25 millions, 25 M. 25 M. Est-ce que tu sais ce que c'est 25 M ou pas ? Non. En 2023, c'est le nombre de personnes qui ont été enregistrées aux urgences en France. Ça fait 55 000 personnes par jour. Ouais. Et en 10 ans, je crois que ça a augmenté de 50%. Bah ouais, ça ne m'étonne pas. D'année en année, on a vu la fréquentation des urgences exploser. Et tu sais à quoi c'est dû ou... Ah bah si, c'est le problème de la permanence des soins, avec de moins en moins de généralistes qui ouvrent tard, qui participent à ce qu'on appelle la permanence, donc sur les week-ends, sur les soirs. Parce qu'on a plus du tout la même mentalité, philosophie qui existait à l'époque. Avant, c'était vraiment très sacerdotal, où il fallait te sacrifier, en fait. Ouais, le médecin était 100% dévoué au patient. Complètement. Et maintenant, vous voulez plus une vie perso et tout, évidemment. On essaie d'avoir un équilibre pour être un bon médecin, à la base. Sauf du coup, il n'y a pas plus de médecins. Il y a beaucoup de médecins, sauf que, en fait, aussi, les gens ont changé. Les gens sont beaucoup plus dans la plainte, il y a beaucoup plus de violence, il y a beaucoup moins de respect envers l'entité soignante. Ouais, c'est quelque chose qu'on observe à l'hôpital et tout. Ouais, non, c'est très violent, hein, les urgences. De la part des patients ou de la part aussi les médecins entre eux ou est-ce que, Non, du coup, tout ce qui est urgence, réa, c'est des milieux où tu es très famille. C'est vraiment la bande, tu traverses des situations difficiles. Donc, généralement, ça crée une super ambiance, une très belle cohésion. Donc, il n'y a pas du tout de violence entre les médecins. C'est assez corporate. En plus, les urgences, c'est un peu la poubelle des hostos à chaque fois. Donc, on est assez corporate par rapport aux autres services. Parce que du coup, on vous envoie des patients en fait. Parce qu'en fait, on reçoit tout, puis personne ne veut nous reprendre les patients. Et donc, c'est un peu le jeu, parce que tu dois redistribuer, tu dois dispatcher. Comment ça se passe du coup en service d'urgence ? C'est quoi le rôle des urgences dans un hôpital ? Déjà, ça va être de recruter les patients, les stabiliser, puis ensuite, tout de suite faire le tri entre ceux que tu vas tout de suite réadresser chez eux. Tu peux les prendre en charge et tu sais qu'ils vont repartir. Puis ceux, d'emblée, tu sais qu'il va falloir les garder, les hospitaliser. Donc est-ce que vous traitez directement certains cas ? Ah, mais bien sûr. Enfin, qu'est-ce que vous... En fait, ce que tu traites en priorité, c'est... un exemple, un mec qui arrive avec la jambe cassée, tu vois, il vient de tomber et tout. Ouais. Est-ce que vous l'emmenez directement en orthopédie ? Oui. Ça, c'est très facile, en fait. Okay. Le premier triage, c'est médecine chir. Tout ce qui est orthopédique, c'est assez facile, c'est assez basique. La seule chose qu'on veut déterminer, c'est cassé, pas cassé, chirurgie, pas chirurgie. Et du coup, vous traitez quel type de... Alors moi, j'étais dans les urgences. Bon, en fait, j'ai fait adulte pédia, mais surtout de l'adulte, c'était essentiellement les urgences médicales. Faire le tri entre les grosses urgences vitales. T'as pas forcément l'idée du diagnostic au départ. C'est juste, lui, il est grave, il est pas grave. Est-ce que tu te rappelles de ta première garde ? Mais complètement, un souvenir de fou. Moi, j'ai fait mon externat en province, à Besançon, plus petit CHU de France, c'est cette particularité-là. Donc, choix de venir sur Paris. Donc, j'arrive à Paris. Premier stage, c'est... Ok. Au sud de Paris, ouais. Au sud de Paris. Je ne savais pas, mais stage connu des urgences qui a un afflux de passage énorme. Et donc, je commence, je sais pas, j'ai dû faire ma garde à J2, J3. Pas la première garde quand même, j'étais pas complètement dingue. Mais, et voilà, mais en fait, 18h, t'as fait ta journée aux urgences, 18h, on te passe, j'avais pas compris, les 2 bips.
parce qu'en fait, je prends un premier bip qui est le bip de l'interne d'urgence, et le deuxième bip, c'est le chef qui me dit, bon, bah, là, je te le laisse, là, je pars faire une consulte ou je sais pas quoi, il faisait de l'écho. Sachant que du coup, attends, une garde, ça commence la nuit, en fait. C'est parce que la nuit, dans les hôpitaux, il y a des médecins. Artificiellement, 18h, bah, c'est la fin de l'équipe de jour, donc voilà, donc toi, tu prends le relais. Sachant qu'au pays, les urgences, il n'y avait pas de fenêtre, c'était au sous-sol. Donc quand tu savais que tu faisais une garde, c'était 24 heures. Tu savais que pendant 24 heures, tu voyais pas la lumière du jour. Quoi. Oh, c'est incroyable. Je fermais la porte de chez moi et je savais que je reverrais. Tu faisais ta journée de taf et à 18h, paf, urgence, jusqu'au lendemain matin, du coup. Jusqu'au lendemain matin, et même moi avant, des fois, t'enchaînais sur au début de mon internat, t'enchaînais avec la matinée. Et voilà, et je me souviens de mon premier cas, parce qu'il m'a marqué, c'était une... Bon, en plus, c'est drôle quand j'y repense. C'était une mamie qui s'était fait attaquer par des chats. Des chats. En fait, l'histoire, c'est... Comment c'est possible? Des chats. Elle nourrissait les chats. Elle habitait un immeuble et en bas de son immeuble, il y avait une sorte de petite loge. Les chats étaient affamés complètement. Oh, c'est horrible. Non, mais c'était horrible. Alors, en fait, c'était La ultra impressionnant parce qu'elle avait... personne âgée, donc peau ultra fine. Et en fait, elle était sous traitement anticoagulant. Le traitement anticoagulant, c'est un fluidifiant du sang. Okay. Et donc, en fait... elle saignait de partout. Mais ouais, et donc, hyper impressionnant quand tu la vois arriver par les pompiers, quand tu as une salle de déchocage, c'est soit SAMU, soit pompiers qui te les débarquent là. Et donc, juste, c'est ouf, est-ce que tu dis... Enfin, en fait, c'est juste un pro total. Et on me dit, bah, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà. Donc en fait, et je me souviens juste que tu réfléchis pas, t'as l'impression que c'est vraiment. Puis après, ça déroule en fait. Ça déroule. Tu as un petit coup de stress au début quand même, on te dit. Parce qu'on te dit, va en salle de déchocage, c'est ça? Bah, va en salle de déchocage. Tu vois la mamie dans un état. Et en fait, t'as le premier visuel et tu te dis. Et puis en fait, salle de déchocage, faut imaginer que c'est ça. C'est une espèce de lumière. Et voilà. Et vraiment, cette impression que tu vas dans l'arène, quoi. J'ai évidemment pas dormi cette nuit-là. Ouais. Et le co-interne devient pas un pote, mais presque, quoi. On se dit le lendemain, moi je débarque, et il me dit, bah écoute, t'as vu la garde, là, elle était horrible, faut qu'on aille se prendre un petit déj, quoi. Ouais. Enfin voilà, et en fait, c'est comme ça que tu deviens, tu crées facilement des liens, parce qu'en fait, oui, parce que je devrais pas dire, mais le chef, en fait, on a joué à cache-cache toute la nuit. On a quasiment jamais vu le chef, quoi. Ah ouais. Et après, a posteriori, on a appris que c'était un des chefs qui, effectivement, n'était pas méga présent. Du coup, entre nous, la petite blague, c'est qu'on dit ne jamais venir aux urgences, ne jamais dire à ta famille, à ton entourage, venir aux urgences un 2 novembre ou un 2 mai. Parce qu'en fait, les changements d'interne, c'est toujours novembre et mai. Okay. 1er novembre, c'est férié, donc ça commence toujours un 2. Okay. Et donc, on dit toujours, ne venez jamais aux urgences là. C'est les nouveaux. Ah, c'est la pire journée. Ouais. Mais oui. C'est vrai aussi que le nouvel an et tout, c'est des journées un peu chaotiques aux urgences. Après, c'est même plutôt des nuits sympas parce qu'en fait, tu t'organises avec les équipes, tu sais que tu vas préparer. Tu te prépares toujours ton dîner de Noël ou du 31 et en fait, tu sais que tu vas passer plutôt une bonne soirée. Et puis, en fait, tu es tranquille jusqu'à minuit, 1h. Le 31, c'est pas hard. T'as en tête une nuit qui a été particulièrement compliquée en garde ou une anecdote, un cas qui t'a un peu marqué? Oui, les patients en cellule de dégrisement ou patients avec troubles de l'ordre public. Ouais. Donc en fait, tu es dans une espèce de salle et on t'enferme, parce que c'est comme ça. En fait, ils se sont fait arrêter par la police et ils sont amenés par les flics. Okay. Exactement. Donc la plupart du temps, j'ai eu que des dégrisements, mais un collègue qui a eu qu'on appelle une sorte de crise clastique, c'est-à-dire une crise de violence extrême. Donc, qui s'est mis à sauter partout. Enfin, on l'a appelé Spider-Man. Il sautait sur les murs. Enfin, il était complètement... Bon, après, tu as toujours les anecdotes de passage complètement... de passage aux urgences où tu sais... C'est quoi les anecdotes que tu racontes le plus en soirée et tout? Allez, raconte-nous les trucs les plus marrants. Bon, il y a toujours les classiques, hein, les gens qui te disent « écoute, je ne comprends pas, j'ai une gêne, je sens quelque chose, ça me dérange, j'ai une douleur, voilà, dans les parties intimes, hein, souvent. Et donc, tu vas explorer. Enfin, tu sens qu'il y a des gens, ils sont très vite open sur l'examen. Donc, par exemple, on convenait d'un code, c'est qu'on disait, d'accord, donc, quand ça arrivait à des nanas, par exemple, on disait en fait c'est notre confrère. Moi j'ai un collègue qui va venir, voilà. Attends, mais c'est dingue de venir aux urgences pour se faire tripoter, quoi. C'est un peu... Ah ouais, t'en as. C'est dingue, hein. T'as les... Je vais venir pour ça, quoi. Ouais, écoute, chacun son trip, hein, c'est voilà. Après t'as les radios où tu trouves les corps étrangers. Ah oui, ça c'est pas un mythe, ça.
c'est pas un mythe. T'as souvent dans les urgences la petite armoire les objets insolites. Ah ouais, il y en a une. Ouais. T'as eu quoi, toi? La petite canette de Perrier. C'est pas... Ouais, Enfin, on trouve pas ça insolite, nous, parce qu'il y a bien plus insolite, mais pour nous, c'est... Voilà. C'est Ah non, mais puis, alors, l'historique est drôle, c'est-à-dire que c'est... Ah non, mais vraiment, en sortant de la douche, ça a sonné, j'ai couru, hop, j'ai glissé, bah, voilà, donc c'est toujours la même excuse. Bon, donc toi, tu restes le plus stoïque possible, et oui, bon, bah, voilà. C'est au SAMU, c'est là où c'est le plus impressionnant. Ah, parce que du coup, t'as travaillé au SAMU. Ouais, donc dans le cadre de la formation, tu fais un stage, tu fais des stages. Donc les stages les plus fous, c'est Réa, SAMU. SAMU, j'étais SAMU 91, donc là, tu vois des trucs complètement dingues. Bon, tu vas pour ce qu'on appelle un secondaire. Secondaire, dans notre langage, c'est soit un primaire, soit un secondaire. Primaire, c'est que tu vas faire une intervention sur place. Secondaire, c'est que tu amènes le patient sur un établissement de santé. D'accord. Tu médicalises le transport. Bon. Ok. Mais tu médicalises un transport qui est potentiellement à risque. Parce que, évidemment, sinon, c'est une ambulance classique. Sinon, oui. Okay. Et là, on me dit, bon, bah, c'est une dame qui va accoucher. Voilà, bon, bah, ok. On était à 7 minutes de l'hôpital. Je dis, bon, bah, normal. Oui, ça on y va, on la voit arriver, elle marche. Voilà. Elle marche. Elle vient, elle nous rejoint, elle descend chez elle. Voilà. Elle n'est pas à l'article de... Non. Elle monte dans le camion à pied. Donc, je suis à l'arrière du camion, je dis, installez-vous, madame. Je commence, tu vois, vraiment... Je me suis dit, bon, je vais juste l'amener à coucher. Je commence et j'entends, je ploffe. Je ploffe. Donc, je me retourne et je vois l'eau sur le sol. Enfin, elle a perdu ses os. Je sais qu'on est à 7 minutes, donc je suis encore sereine. Ouais. En fait, elle me dit, c'est ma 6e grossesse. Donc, ça veut dire que ça va très vite. Ça veut dire, et donc là, je comprends que non, il faut l'installer tout de suite. Et donc là, on l'aide à l'installer avec l'infirmière. Et donc, on l'installe, et en fait, tout de suite, je vois que ça pousse. Ah ouais, dans le camion... En fait, je vois que ça pousse, je vois la tête, quoi. Enfin, je vois les cheveux. Et donc, tu te dis, let's go. Ouais. My God, juste, tu peux pas faire autrement, faut y aller, quoi. Il n'y avait pas le temps de prendre le camion, d'aller... Et de toute façon, elle me dit, elle commence à crier, elle dit, enfin voilà, elle a les contractions, faut y aller. Comme dans les films, donc c'est possible d'accoucher en 10 minutes. Donc, ça peut complètement. Et en fait, j'étais déjà partie en intervention. Et avant, on accouchait sans personne. Donc, tu peux tout à fait bien se passer, sauf que bien sûr, là, ça se passe pas super bien. Il est tout pâle violet. Enfin, il est tout pâle. Enfin, voilà. Et donc, il est blanc-violet. Pour un petit... Tu te dis que c'est juste pas du tout normal. Et donc, la panique. Et en fait, je regarde. Et en fait, il a le cordon qui est enroulé. Donc, il s'étouffe. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Quand on t'envoie en intervention, tu as fait un stage en mater où tu as accompagné des sages-femmes à faire souvent un accouchement à 4 mains, mais c'est pas toi qui as accouché. Mais entre voir et faire et mettre tes mains, juste... T'as fait quoi, alors pareil, en fait, c'est que t'accompagnes. En fait, tout est très instinctif. Tu vois, c'est très instinctif. Tu sais qu'il faut lui dire pousser, tu sais qu'il faut sortir le truc. Pousser, non, en fait, surtout pas pousser, parce qu'en fait, elle poussait et ça bloquait. En fait, il y avait les épaules qui gênaient, c'est le passage. En fait, il faut que tu fasses une rotation. Et en fait, plus elle poussait et plus ça venait à comprimer au niveau. Donc, il faut surtout pas pousser, à l'inverse. Et du coup, t'as fait quoi? J'ai manœuvré. Et ensuite, tu dégages, tu infiltres tes doigts, tu viens dégager au niveau. Mais tout ça est très... Et je me rappelle, je disais, mais roulez, il faut y aller, voilà. Ouais. Et t'as eu peur sur le moment? Ou est-ce que t'es dans ton truc? Qu'est-ce que tu ressens? Dedans, non, mais quand j'entends, je ploffe, bon voilà, et quand je vois, en fait, la tête, là, j'ai peur, en fait. Quand t'as des urgences, en fait, souvent, t'es pas dans la panique, tu parles pas. Enfin, les choses se font et ça se fait. Et après, tu dis, waouh, j'ai fait ça, en fait. Ça t'est jamais arrivé d'être devant un cas qui est, entre guillemets, tellement grave ou impressionnant que t'es un peu stoïque, un peu figé T'as un petit moment, si, en réa, où tu passes, tu fais ta visite du matin, donc tu fais le checking day constante et tout ça. Donc, toute seule en chambre. Et, alors, les patients sont scopés. Donc parce que Réa, du coup, c'est le service donc réanimation qui s'occupe littéralement de ramener les gens à la vie et de les maintenir. En gros, si tu fais le grading des gravités, le patient qui est hyper grave aux urgences, quand tu ne peux pas, des fois, le stabiliser, tu vas parfois les mettre dans un coma artificiel. Ou alors, c'est des gens, en fait, d'emblée dans le coma. Ils sont vraiment entre la vie et la mort, le cœur a du mal à battre, ou ils ont du mal à respirer, c'est ça. Donc, c'est vraiment les urgences absolues et ils sont vraiment entre les deux. Vraiment, Ouais.
Et donc, tu n'as que les cas les plus difficiles, enfin les plus instables. Et bah là, ouais, voilà. Et tu entends le scope, et tu fais tes constantes machin. Et pareil, tu entends le scope qui fait tut. Et le tut, tu sais très bien que ça veut dire qu'en fait, ça ne bat plus. Ouais. Et là, c'est pareil. Et en fait, panique, c'est... Je pense à chaque fois, la première réaction, là, je suis pas chef encore. Hein, je suis interne, t'es en stage. Enfin, ce que tu appelles stage. On appelle nous stage, on a l'impression que t'es en formation tout le temps. Mais faut faire quelque chose. Et ce que tu apprends, c'est le choc sternal avant d'appeler. Et après, le code rouge, c'est-à-dire que donc tu le ranimes, quoi. Oui, enfin... Tu prends ton... T'apprends que ton geste, c'est de faire ce qu'on appelle un choc sternal, c'est-à-dire appuyer sur le sternum. Un coup de poing. Ouais, et qui va venir, en fait, entraîner un choc au niveau paroi thoracique et donc par compression sur le cœur et éventuellement faire repartir. C'est un peu qui tout double et voilà, tu vois. Donc, mais là, ça marche, donc t'es hyper contente et ça marche. Mais attends, mais du coup, t'appuies comme la télé qui marche plus, tu donnes un coup, si ça marche, on repart. C'est quoi? Ouais, oui. Enfin, voilà. Ça, le choc sternal. Faut pas taper n'importe où, faut vraiment taper au niveau du sternum. Ah ouais. Mais c'est dingue, moi je connaissais le massage comme ça, mais le coup... Puis après, c'est un peu ça, quand tu fais le massage, tu vois, le truc qui marche tu viens taper avec ta pointe et c'est ça, hein, sauf que là, le premier truc qui m'est venu, au lieu je me suis dit, là, tu vois, je suis vraiment pareil, c'est très, comme on fait très sur un réflexe. écran, ça fait pof, il est reparti. Et après, là, et en fait, tu regardes ton scope, c'est ça, et puis ça repart, et tu te fais, voilà. Donc là, t'appelles et pareil, et après, tout le monde débarque, Et tout ça, quand je te dis ça, les gens sont de l'autre côté du couloir, mais juste les premières secondes, il faut agir tout de suite, en fait. Ouais, c'est quelques secondes d'urgence vitale. Voilà, après, t'as quoi sortie hélico, ça fait toujours rire. Hélico, tu peux aller secourir des gens en hélicoptère. Ouais, quand il faut vraiment intervenir très, très, très vite. Et donc là, c'était un papy qui avait fait un AVC hémorragique. Et donc, toi, tu le transportes en hélicoptère, tu le stabilises, pour partir ensuite à la Pitié pour le transférer en grande guerre de neurochirurgie. Et ça, t'as fait ça, un jour, on t'a dit, tiens, cette fois, on prend l'hélico, quoi. Oui, mon chef, qui pour me rendre un peu le service du SAMU encore plus sexy qu'il n'est, parce que tu vas voir, le SAMU, c'est vraiment génial. Et il me dit, écoute, aujourd'hui, tu vas être affecté sortie hélico. T'avais pas peur dans l'hélico? T'étais à l'aise et tout? Dingue. Mais complètement à l'aise. Pareil, ça, c'est juste génial, en fait. C'est hors chrono, quoi. C'est Tom Cruise. Mais t'adores. Puis en fait, non, ça, c'est ouf. En plus, pour sauver les gens, c'est un peu la classe, quoi. Je me rappelle que là, j'ai vu les yeux de ma mère briller. Elle était tellement fière. Et la photo Facebook, c'était tellement Facebook. Et ouais, là, tu dis, c'est quand même sympa. Alors là, je te dis un truc hyper sexy. C'est pas toujours comme ça. Mais le fait que tu saches pas à l'avance comment ta journée va se dérouler. Gros stress. Ouais, c'est stressant. Mais après, t'apprends à composer avec ce stress-là. Mais est-ce que vous apprenez, on vous apprend pas en fac, je suppose, mais rien. T'apprends sur le terrain. De toute façon, les urgences, t'aimes ou tu détestes. T'as déjà vu des gens être vraiment traumatisés par les urgences et, et du coup, carrément arrêter même d'être médecin? En fait, ce qui est super en médecine, c'est que tu peux totalement choisir faire ce que tu aimes et éviter ce que tu détestes. Donc, si tu sais que tu vas flipper sur les urgences, l'inconnu, ou tu n'es pas dans le contrôle, ou des choses comme ça, t'évites, en fait, et tu fais pas. Et tu penses qu'il y a certaines personnalités qui sont faites pour les urgences et d'autres non? Ah oui. C'est quoi les 2-3 critères à avoir pour être un bon urgentiste? Adaptable. Ouais, ça, ça c'est vraiment le premier truc. Faut aimer bosser en équipe. C'est pas ambiance cow-boy. En fait, tu ne travailles qu'en équipe. Parce qu'en fait, et puis t'es équipe restreinte, tu as ton ambulancier qui est formé aux gestes d'urgence et tu as ton infirmier ou infirmière. C'est tes meilleurs potes sur l'intervention qui peut être très compliquée. Et puis, tu as aussi à apprendre à bosser avec les pompiers. Donc ça, c'était pareil. C'est que tu arrives, tes petites nanas, tu arrives avec ton gros sac à dos du SAMU, je me rappelle. Et quand il faut... et en fait, faut les... Et eux... Les diriger. Ouais, et ils n'apprennent... Enfin, c'est leur... si tu cheffes pas, ils t'écoutent pas, quoi. Et quand ils t'appellent docteur, c'est bon. C'est que c'est bon. C'était quoi ton intervention la plus complexe, la plus compliquée? C'est les arrêts. C'est les arrêts ou les interventions où il faut intuber. Donc là, c'était quoi? Donc t'arrives, la personne, elle a fait un arrêt cardiaque depuis quelques minutes. C'était une maman qui s'était pendue dans son garage. Découvert par son fils aîné. Et en fait, il faut intervenir tout de suite. Et en fait, les questions qui comptent, c'est depuis combien de temps?
la personne est en arrêt, puisque souvent, suivant la durée, ça veut dire que c'est une période d'arrêt cardiaque complet, ça veut dire que tu n'as pas eu d'oxygénation au niveau du cerveau. Et que, passé un certain délai, c'est pas sauvable. C'est pas pertinent. Là, c'était juste inconcevable de ne pas réanimer sa maman ou de ne pas faire des choses pour réanimer sa maman. Et donc, en fait, tu masses, tu fais tout, tu fais la totale. C'est chaud parce que c'est émotionnellement très chaud. Et puis, t'as l'enfant qui est à côté, c'est horrible, quoi. Et c'est horrible. Ouais, là, c'était très dur. Le truc qui m'a beaucoup marqué, c'était en réa, parce que des fois, en fait, il faut rester médecin et des fois, c'est pas facile. La réa, ils sont dans le coma et puis, en fait, il y a le moment chouette, c'est quand ils vont se réveiller. Donc, quand tu les as suffisamment stabilisés, tu vas les sortir du coma, donc ça, c'est trop bien, souvent. Sauf que là, le réveil, c'était un papa, il y avait eu un accident de la voie publique. Ils étaient en famille dans la voiture et en fait, la maman est morte dans l'accident. Et ils ne savaient pas filles. Ah, les 2 petites filles aussi, ok. Si, ils savaient. Enfin, quand il se réveille, il sait, mais... Et en fait, les 2 petites filles, il y avait 6 et 9 ans et la petite, depuis l'accident, était mutique. Et en fait, pour le réveil... Les petites avaient survécu à l'accident? Oui, juste la mère. Elle pas blessée, voilà. On avait prévenu la famille, il y avait les parents, je crois, du papa, et les petites filles, parce que pensant que ça allait être un super moment, elles allaient retrouver leur papa. Voilà. Et donc la petite qui était mutique, donc ça faisait au moins 3 semaines qu'il avait enchaîné les complications. Et donc il se réveille. Et là, tu as les enfants, tu as les petites, et nous, on est là à côté. Elle pleure, et en fait, la petite, qui n'avait donc pas parlé depuis 3 semaines, la première chose qu'elle dit, c'est « Papa, pourquoi t'as pas sauvé maman ?» Et là, c'est horrible. Ah ouais. Et là, en fait, tu dis juste, toi, t'es professionnel, tu ne dois pas, tu vois, réagir. Ouais. Donc je me tourne, parce que juste, t'as pas ta place. Rien à faire, là, c'est un drame familial. C'est un drame, t'as juste rien à faire là. C'est totalement indécent que tu puisses... tu vois. Ouais, t'es dans la vie des gens, là, t'es vraiment... et c'est tellement intime, donc tu ressors parce que c'est horrible. Et il faut être empathique quand tu fais ce métier ou pas? Il faut être ultra empathique. En réa, oui, là, il y avait eu une chef qui avait fait un burn-out, qui est arrivé un matin et qui a complètement décompensé, en fait. Ouais, bouffée délirante. Ah ouais? Ah non, en mode bouffée délirante, un truc un peu... Ouais. Donc, voilà. Bon, c'est pas anodin, tu rentres dans l'intimité, donc c'est très... Ouais, on est humain et c'est quand même compliqué de ne pas se mettre à la place des gens. Ok. C'est déjà arrivé d'être dans un avion et on dit « Est-ce qu'il y a un médecin ?» et c'est toi qui te lèves? Ah oui, ça c'est pénible. Ah ouais. Est-ce que parfois t'as envie de dire « T'attends qu'il y en ait un autre qui se lève ?» Mais là, comme ça souvent t'es comme ça, non. C'est tes enfants qui font « Maman !» Bah oui, forcément, c'est toujours ta famille, ton entourage. Bah si, mais... Et puis, alors en plus, des fois, on est déjà parti avec des amis médecins et c'est pareil. Ah, toi, ils sont là. Ah non, on va nous appeler. Enfin, tu vois. On veut juste être tranquille. Et t'as eu quoi? Juste des gens qui ont... Mais c'était rien. Non, en plus, là, du panique, coup... des machins. Ouais, voilà. Donc, c'était ce sont pas... Oui, voilà, c'était ça. Ou une petite... c'était douleur... Enfin, c'est mot de tête. Enfin, c'est... Voilà. Oui, bon, bref. Eh ben écoute, on va parler des choses les plus incongrues, des demandes les plus bizarres que tu aies pu avoir aux urgences, au SAMU et tout. On va faire un petit jeu et avec ça, on va amener le plat. Nuggets. Du coup, on va faire un petit jeu en passant au plat qui est juste là. Donc, une petite salade. Salade de carottes feta. Et moi, j'ai quoi? Chèvre et lardon. On m'a dit qu'il y avait souvent des personnes qui venaient aux urgences un peu pour des choses incongrues et parfois pour des choses pas très graves. Bah, nous, ce qu'on trouve vraiment pas grave, c'est le rhume. Enfin... Ah oui, ils viennent pour un rhume. Mais pour eux, c'est pas un rhume. Enfin, ouais, en fait, ils ont l'impression que c'est pire ou est-ce qu'ils viennent en se disant « Ah bah j'ai un rhume, je vais aux urgences ». Pour eux, ça peut être potentiellement grave. Ah, ils pensent que ça va se compliquer. Parce que tu as des hypochondriaques, voilà. Je comprends pas, c'est une tumeur, un truc. Bon, il se trouve que c'est un bouton d'insecte, ça c'est un truc vraiment... Et là, tu dis, mais c'est une blague. Enfin, ils ont un bouton moustique et ils viennent... Mais vraiment. Ouais, ils paniquent, quoi. Oui, et après, globalement, quand ils viennent aux urgences, quand même, c'est quand même qu'il y a quelque chose. J'avais noté aussi alors des cas que apparemment les médecins trouvent souvent aux urgences, donc le rhume, tu as dit, les boutons moustiques aussi, l'écharde et le dentifrice dans l'œil. Ah, alors l'écharde, ouais, plein de fois, l'écharde, tu te retrouves à retirer des échardes.
Tu te sens un petit peu moins utile. Bon. 10 ans d'études pour... Voilà, t'es bon, écoute. Donc, tu expliques comment il faut faire pour la prochaine fois, quels outils il faut prendre, petite pince à épiler, ce qu'il faut Oui, faire. c'est pas très compliqué, quoi. On va faire un petit jeu. Ouais. Je vais te citer des anecdotes sur des appels aux urgences et tu vas devoir me dire si, à ton avis, c'est vraiment arrivé ou pas. D'accord. Un chien appelle les urgences et sauve son maître en pleine crise cardiaque. Écoute, tellement dingue que oui. Ouais, c'est arrivé, c'était aux États-Unis. Ouais, je crois que j'avais entendu. Un chien a appelé le 911, donc les urgences locales. Ouais. Alors en fait, il avait été dressé pour ça. Ça existe Ah. des chiens qui sont dressés D'accord. pour appeler les urgences. Je pense que c'est un téléphone spécialisé où il y a un bouton Ouais. en fait. Et le chien, le maître fait une crise cardiaque. Et en fait, le chien a été dressé pour reconnaître la crise. D'accord. Et il a réussi à sortir le téléphone de la poche Ah ouais, du non, gars ouf. et Ouais. à appuyer sur le bouton avec sa petite patte. Ouais. Et il a aboyé. Et en fait, les urgences, est-ce qu'il s'est connecté? Enfin, D'accord. je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, ils ont sauvé le monsieur. Ah ouais, non, énorme. Deuxième histoire, un homme a atterri aux urgences après s'être enfoncé la télécommande de sa télévision dans un orifice non prévu à cet effet. Pendant la consultation, sa femme ne cesse de l'appeler sur son portable pour demander pourquoi la télé change de chaîne toute seule. Vrai. Non, c'est faux. Ah On l'a non. inventé, mais peut-être que c'est Mais vrai. ça peut être tellement vrai, mais oui. Non, alors la première partie est vraie, Oui, effectivement, la c'est la fin télécommande. où tu dis, voilà. Mais oui, la femme qui l'appelle, pourquoi ça change de chaîne? Et le mec qui est sur la table en train de se faire Ça, enlever le c'est truc. pas Ouais, vrai. non, non, ça D'accord. c'est pas vrai, on l'a inventé. Ok. Deuxième cas, quelqu'un appelle les urgences parce qu'il a avalé un pépin de pastèque et a peur que ça pousse dans son ventre. Ouais, si. C'est arrivé et c'est même commun apparemment. Ah ouais, ça c'est très commun. Ouais, Non, mais ouais. c'est... Ah bah si, ça... Mais ils appellent, déjà. Prochaine anecdote, un travailleur au funérarium appelle les urgences car le cadavre recommence à respirer à la Ouais. préparation de son enterrement. Bah ouais, ça peut arriver aussi. Ouais, c'est une vraie histoire. Bah ouais. C'est une vraie histoire, un homme Ouais. qui était à préparation d'enterrement et en fait il a recommencé à bouger. Ah ouais. Ah mais si, comment puis c'est possible? Alors comment c'est possible? C'est un arrêt- Tu vois, par exemple, ça peut être des arrêts, des hypothèses comme ça qui me viennent, c'est quand ils sont hypothermes. Froid, c'est ça, ouais, voilà, froid. imaginons, enfin voilà, et en fait, quand tu es hypotherme, c'est-à-dire en une température corporelle en deçà de 36, 35 pour être en arrêt, ben ouais, effectivement, le fait de remonter progressivement la température corporelle, ben, ça peut les faire sortir. C'est du dingue. coma. Ouais. Mais du coup ces gens, alors comment, ça m'amène à une autre question, comment est-ce qu'on estime que quelqu'un est mort? Donc normalement, quand ils arrivent là, il y a quand même eu un constat de décès. Tu vas regarder comment c'est au niveau des yeux, tu vas regarder s'il y a un niveau... La rigidité, par exemple. De toute façon, quand ça survient à l'hôpital, tu commences tout de suite et tu passes le relais à l'équipe Réa, et voilà, et après, ça va dépendre du terrain. Prochaine histoire, un homme appelle les urgences déclarant que son cœur ne bat plus, il prenait juste son pouls au mauvais endroit. Ah mince. Mais oui. Ça, on l'a inventé, mais je pense que Mais ça ça existe pourrait aussi. complètement... Non, mais ça pourrait complètement... En fait, franchement, en inventant des fausses histoires, on se dit, mais attends, Ouais. mais en fait, enfin, Mais plus tout- c'est je pense farfelu... que tout a été vu. Ah mais c'est sûr. Oui, ça a dû arriver. c'est quoi. complètement dingue. Ouais. Une personne se rend aux urgences disant qu'il a fait un test Covid et qu'il a mal depuis 2 mois. Et en fait, le problème, c'est qu'il l'avait fait dans son oreille Ah, au lieu du nez. énorme. Bah, j'ai peur que ce soit vrai. C'est totalement vrai. Mais ouais. C'est totalement vrai. Il y a un mec qui se pointe aux urgences, il dit j'ai mal aux oreilles Ah, depuis mon 2 Dieu. mois. Enfin, j'ai mal depuis Ouais. 2 mois, mais où Ouais. ça? Bah, à l'oreille. Ah Ouais, mais mais oui. monsieur, c'est pas dans l'oreille le test Covid. Ouais, mais c'est... Bon, alors je sais pas où oui, c'est fou. Ça veut dire qu'il n'avait pas été dépisté avant et personne lui a montré, j'en sais rien, mais oui, ça peut arriver. Ouais, c'est vraiment... Ouais. Un garçon de 13 ans aide à faire naître un bébé avec un opérateur du 911, donc les urgences Ouais. américaines. Bah oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est sûr. La personne, enfin du coup, c'était son cousin, donc on suppose que c'est sa tante qui est en train d'accoucher, et en fait, il a été guidé par l'opérateur ouais. du 911. C'est complètement Énorme. dingue. Ouais. Ça peut arriver, c'est complètement fou. Prochaine histoire, une femme appelle les urgences et leur propose 3 000 € pour venir la chercher à son travail afin d'échapper à une réunion importante et interminable. J'espère que non. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. On l'a inventé. Nuggets. Et du coup, par la suite, tu as eu l'opportunité, tu nous disais, de travailler dans un service de médecine interne. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu ce que c'est Ouais, que médecine alors interne? médecine interne, hein, je dis toujours ça c'est pour faire simple. Les gens ont la référence, bon, bah, c'est Dr House. C'est doctorat, c'est dingue. Hein. C'est C'est- vraiment c'est- comme dans mais la c'est série. totalement ça. Pour moi, en médecine, quand tu es un très bon interniste, tu es un super médecin. Tu es le meilleur médecin, quoi. Parce Pourquoi? qu'en fait, Parce que- tu es un excellent sémiologue, c'est-à-dire que tu connais tous les signes cliniques. Les symptômes, les Voilà, signes. tu connais tous les symptômes, qu'avec tout ça, tu vas faire ton enquête Mm. et que tu vas donc avoir le diagnostic.
Mais du coup, comment ça se passe? Vous récupérez des patients? Est-ce que c'est des gens qui ont... Soit ils sont aux urgences, parce qu'après, la médecine interne, c'est souvent associé à ce qu'on appelle la médecine polyvalente. D'accord. Donc, ça, en gros, aux urgences, souvent, infection, AVC. C'est des gens qui ont des signes, mais on ne sait pas à quoi c'est dû, c'est ça? Voilà, donc tu les prends, ils ont de la fièvre. En fait, on Typiquement, n'arrive ils ont pas à de les la fièvre. diagnostiquer Exactement. et on les fait venir du coup dans la médecine interne, où du coup vous avez des connaissances dans un peu tous les domaines médicaux et vous collaborez avec d'autres médecins pour apporter un diagnostic. En consultation, c'est ça. Par exemple, c'est typiquement le patient, ça fait 2 mois, 3 mois qu'il a de la fièvre de façon régulière. On lui a fait plein d'examens, on ne sait pas pourquoi il a de la fièvre. Il a perdu du poids sans raison, alors qu'il mange. Enfin voilà, c'est altération de l'état général de cause inexpliquée, fièvre au long cours inexpliquée. Ok. Et tu as eu des diagnostics un peu extraordinaires, des trucs rares, des choses inconnues? Tu fais que des trucs rares avec des noms rares. Tous les noms que tu entends dans Dr House, les diagnostics évoqués, tu les as. Sarcoïdose, des lupus, maladie de style. C'est quoi? C'est des trucs hyper rares que seulement un certain pourcentage de la population... Qui sont plus ou moins rares. Après, tu en as des très rares. Mais c'est quoi, par exemple? Des amyloses. Ça, c'est assez rare. C'est une maladie où on va avoir des dépôts, ce qu'on appelle des dépôts amyloïdes, dans les organes ou dans les parois de vaisseaux. Et qui, du coup, touche plusieurs organes différents. Donc, en fait, ça peut se manifester par une fonction rénale qui ne va pas être très bonne. Ok, tu as eu des patients auxquels tu t'es attaché, que tu as gagné peut-être longtemps en service de médecine interne? En fait, tu as des patients que tu as plaisir à revoir en consultation, et voilà. Et après, c'était plutôt chouette parce que tu les revois en consultation, ils voient les événements de ta vie, tu as des enfants, ils t'amènent des petits cadeaux. Voilà, ça. Après, tu as des patients, là, dans mon nouveau poste, tu as des patients qui te touchent. Et puis, ouais, c'est difficile de pas... Moi, j'aime bien garder, je sais pas de franchir la limite, mais il y en a, tu sens que ça pourrait être des amis. Parce que du coup, depuis ce service de Dr House, tu as changé complètement de spécialité. Ouais. Et tu fais de la médecine physique et de réadaptation. Ouais. Et vas-y, raconte-nous où est-ce que tu travailles et qu'est-ce que tu fais? Pour faire ça, la médecine de rééducation, ce qui est peut-être intéressant, c'est comment j'y suis arrivée. Oui, parce que du coup, tu passes de médecine interne à ça. Ouais, qu'on comprenne un peu. Et quand tu fais médecine, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un truc qui est assez fréquent, c'est que tu as envie de te sentir utile. Et au début, quand j'ai choisi urgent, je me suis dit, c'est là que je vais être utile. En fait, c'est tout de suite. Tu fais le diagnostic, tu traites tout de suite. Tu as ce sentiment satisfaisant au départ d'être utile. Oui, tu sauves les gens immédiatement. Sur le coup, et voilà, et donc tu as l'impression, mais en fait, moi, au bout de quelques temps, j'ai été assez frustrée. Parce que les urgences, c'est pas toujours ça, c'est pas toujours dans l'immédiateté. Et typiquement, des patients que tu prends, qui ont eu de la fièvre, qui étaient instables, que tu as réussi à stabiliser, mais tu n'as pas le diagnostic, et que tu veux basculer en médecine interne, c'est très frustrant de pas avoir... tu les suis pas? Non. C'est ça. Et en tant que médecin, intellectuellement parlant, c'est un peu frustrant de pas avoir le diagnostic. Et en médecine interne, mon chef de service était infectiologue, il faisait beaucoup de VIH. Donc on avait beaucoup de patients avec le VIH. À la fin de ce poste-là, changement de vie, changement de rythme, situation familiale, etc. Je suis passée dans ce qu'on appelle un service de soins de suite et rééducation infectieux. On n'avait que des patients VIH, en gros. Donc des gens qui reçoivent... Parce qu'on ne guérit pas du VIH, il y a un traitement. Ouais, et c'était les patients qui faisaient les complications du VIH, notamment les infections cérébrales. Donc avec un retentissement neurologique. Qu'est-ce que ça peut donner comme symptômes? Ça peut donner... En fait, suivant la localisation, ça peut tout donner. Les complications du VIH, si tu les traites, tu régresses une bonne partie de tes lésions, voire complètement. Et donc, les patients récupèrent fonctionnellement une partie de leur déficit, leur handicap. Quand j'ai été dans le service, je me suis... Alors, tu vois, intellectuellement, tu avais le diagnostic. Souvent, les diagnostics d'infection dites opportunistes, c'est pas toujours simple. Tu mets toujours un petit peu de temps, donc intellectuellement parlant, c'était très stimulant. Tu mets en place le traitement qui fonctionne, donc ça, c'est chouette. Et pour autant, tu vas avoir des patients qui vont récidiver dans la rechute, on dit, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à ne pas prendre leur traitement. Et en fait, tu dis, mais pourquoi
Vous avez vu, quand vous ne prenez pas votre traitement, vous faites ces complications-là. C'est quelque chose qui n'est pas du tout entendable pour eux. Et en fait, j'ai découvert que c'est là que l'utilité, c'est pas forcément de mettre un diagnostic, de mettre un traitement, c'est d'être beaucoup plus concret dans leur quotidien, dans leurs objectifs de vie. Et la MPR, c'est exactement ça, c'est la médecine de la réadaptation à ta vie, dans le concret, dans ta vie de tous les jours. Comment tu les réinsères, comment tu les réinsères dans leur vie au quotidien, mais aussi dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie personnelle. Parce que tu les aides à progresser tous les jours sur un objectif. Et tu les vois progresser, tu les accompagnes. Et là, ça regroupe tout, c'est-à-dire que tu te sens utile. C'est un métier qui ne se conçoit qu'en équipe. Tu bosses avec des kinés, des ergos, des APA, psychologues, diététiciennes. APA, c'est enseignant en activité physique adaptée. Honnêtement, c'est ultra stimulant. Et en même temps, c'est une spécialité qui est géniale parce qu'en fait, tu reconnectes vraiment le corps et l'esprit. Enfin, c'est vraiment le truc. Mais c'est vraiment la clé. En fait, les gens vont bien quand ils sont connectés, quand ils sont liés. Parce qu'on va dire parfois que les blessures ne sont pas forcément liées à des problèmes physiques, mais aussi psychologiques. Exactement. C'est-à-dire quelqu'un qui va se blesser, qui va par exemple toujours se faire une tendinite au même endroit. Ouais. Parfois, comme tu dis, il suffit juste de se poser et de reconnecter pour comprendre qu'en fait c'est plus profond et que c'est pas juste... Et souvent, c'est complètement ça. Quand il y a la chronicité de la répétition, tu es quasi certaine qu'il y a autre chose. Et c'est comment de travailler? C'est pas trop dur de travailler auprès d'enfants C'est pas du tout dur. Enfin, j'aurais pas pu bosser en réa pédiatrique. C'est épouvantable. Enfin, moi, je pourrais pas. La charge émotionnelle des enfants mourir vraiment. Ouais, là, non, là, on les voit à un autre stade et ils sont incroyables. Et en fait, on a des adultes et on fait exprès, on les mélange. En fait, on fait souvent des temps d'échange entre les adultes et les enfants parce que ce sont des traitements à eux tout seuls, en fait. Ils ne se plaignent pas, ils sont dans l'humour. En fait, c'est leur quotidien et du coup, ils composent avec. Voilà. Et quand c'est pas leur quotidien, ils ont juste des mots d'une justesse incroyable. Ouais. Je leur parle vraiment comme presque limite comme je te parle. Ouais. Parce qu'ils ont une maturité souvent très étonnante. Et en même temps, ils ont ce côté très infantile. Faut rester sur des choses très ludiques. Faut toujours avoir ces images-là. Tu vois, ils vont accepter par des chirurgies de scoliose. Faut voir que c'est assez impressionnant. Donc, c'est le dos qui est tordu, voilà, en fait, la colonne vertébrale. Dans les deux sens, c'est-à-dire de profil, de face. Avec nous, on voit ceux qui ont des très, très, très grosses déformations, avec un retentissement sur le plan respiratoire, parce qu'ils ont des courbures monstrueuses, voilà. Donc, du coup, ils ont une cavité thoracique et donc une capacité pulmonaire réduite. Donc là, il faut les opérer, on les réduit. Et c'est ultra impressionnant, parce qu'en fait, tu les vois avec des systèmes qu'on appelle allotraction chez nous. C'est une espèce de couronne comme ça, insérée dans la boîte crânienne. Et en fait, après, tu les relis à une poulie et tu mets du poids et tu les tractes. Et en les tractant comme ça, tu viens tirer progressivement sur la colonne. Donc chaque jour un petit peu plus, c'est ça. Et donc en fait, pendant ça, c'est souvent très mal. Non, ils n'ont pas très mal. Mais oui, c'est très très impressionnant. Et en fait, ils ont des ressources extraordinaires parce que ils se plaignent très peu. Il y en a toujours qui se plaignent un peu, mais les adultes, parfois, tardivement, tu vas faire la même opération chez les adultes. L'adulte, systématiquement... Parce que pour un adulte, c'est très grave, alors qu'un enfant, c'est... Il y met du rationnel, donc il y met aussi tout ce qu'il a construit comme image sur le handicap, sur la chirurgie. L'enfant, il met pas tout ça. Enfin, je me suis toujours demandé, est-ce que quand on a un handicap ou une maladie qui est surtout visible, je pense qu'on reçoit quand même beaucoup de regards, un peu de pitié, un peu de machin et tout. Et je me dis, mais en fait, un regard d'enfant, c'est tellement... Enfin, je pense qu'un enfant, il voit un mec en fauteuil roulant, il se dit, waouh, ton bolide, tu roules, c'est trop bien, j'ai trop envie d'être dedans. Et je me suis toujours demandé, parce que du coup, c'est un enfant qui dit ça en pleine rue, on va lui dire, attention, dis pas ça au monsieur. Mais en fait, est-ce qu'une personne, au quotidien, est-ce qu'une personne en situation de handicap préfère qu'on la regarde un peu avec le regard un peu complaisant, mais comme jamais. ça, ou est-ce qu'il préfère pas un enfant qui va le regarder comme si... Et non, et au contraire, au contraire, et voilà, avec le regard, parce qu'il n'y a pas ce jugement, il n'y a pas ce... Tu vois, le truc un peu condescendant ou de pitié, il supporte plus ce regard-là, en fait. Quand la première fois que tu vois des patients amputés, par exemple, des 4 membres,
C'est pas simple. Toi, t'en souviens de tes premiers cas qui t'ont marqué comme ça Ben ouais, là, tu vois, ça, c'est les cas. En plus, c'est horrible, c'est les méningites. Tu sais, un méningocoque qui entraîne des nécroses. Et en fait, tu es obligé parfois d'aller jusqu'à l'amputation si le traitement n'est pas mis en place assez tôt. Récemment, dans le centre où je suis, moi, j'ai mis en place une activité qui est assez nouvelle. Qui est un programme de réhabilitation post-cancer du sein. C'est parce que, voilà, en rencontrant dans ma pratique des patients, des patientes en l'occurrence, qui avaient eu cette problématique de cancer du sein, avec toutes les séquelles que ça peut engendrer. Du coup, sur le corps, elles sont opérées, elles ont souvent des limitations, des grosses douleurs. Puis on peut perdre du coup un sein, voire les deux, ça peut arriver. Cette image corporelle de la féminité, de la femme, enfin voilà. Et il y a tout ce temps-là médical, chimiothérapie, radiothérapie, très, très fort, très aigu, où elles ont entre guillemets pas leur mot à dire. On les traite, on est dans l'urgence, voilà. Et après on leur dit, bah ça y est, c'est bon, on a fait tout ce qu'il faut. Vous pouvez retourner à votre vie. Et en fait. Moi, je les voyais et tu vois juste, c'est là que tu rentres dans la chronicité, les douleurs chroniques, les déficits chroniques. Beaucoup ont du mal à reprendre leur travail. Et en fait, ce qu'elles disent, c'est qu'elles se sentent totalement seules et totalement pas comprises dans ce qu'elles ont traversé. Parce qu'en fait, on les traite physiquement, mais pas oui, et on considère, on leur dit presque, mais attendez, là, en fait, on a fait tout ce qu'il fallait. Enfin, quelque part, on n'avait pas à vous plaindre. Vous en êtes sorti. Ouais, voilà, point, on passe à autre chose. Enfin, c'est le début peut-être d'un deuxième combat aussi pour s'accepter. En fait, elles, c'est ce qu'elles disent. Elles disent ça, c'était le premier combat. En fait, il y a tout le reste et il n'y a personne. On est toutes seules. On nous dit, faut faire de l'activité physique. Mais ça, c'est le message. Comme il faut arrêter la cigarette, il faut faire du sport. Oui, mais ça veut rien dire. Et ça veut rien dire. De l'activité physique, ça veut rien dire du tout. C'est pas précis. Il y a ça, c'est absolument pas précis. Et puis en fait, on les laisse et elles sont toutes seules. Elles ne font rien et elles se prennent 6 mois, un an, on doit être fatigué. Elles sont épuisées. Et en fait, pareil, elles ne s'autorisent pas souvent à se dire qu'elles sont fatiguées. Donc en fait, elles doivent assurer leur rôle de maman, reprendre une vie de femme dans leur couple, c'est pas toujours simple. Et en fait, en regardant, je me suis aperçue qu'en fait, personne ne s'occupait de ces patientes-là. Et qu'est-ce que vous leur faites faire du coup par rapport à d'autres patients? En fait, on les prend pour 12 semaines, c'est 3 mois, et en fait, on les accompagne en kiné pour récupérer les amplitudes articulaires, parce que souvent, elles ont des limitations. Ah oui, parce que effectivement, l'opération, la peau, tout ça, ça peut faire mal. C'est rétracté, des rétractions, c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout. On a l'impression que le cancer, une fois qu'il est parti, c'est fini. Mais pas du tout. En fait, le corps a été il a été mutilé, parce que c'est vraiment ça. Et donc, en fait, elles ont des parois thoraciques avec la radiothérapie aussi complètement rétractées, donc très rigides. Ah oui, ça peut faire ça Okay. Ouais. Elles ont aussi souvent en réaction des remaniements, enfin des phénomènes au niveau articulaire qui font que ça peut entraîner des vraies pertes, des grosses douleurs déjà, et des pertes de mobilité. Donc en fait, quand tu es comme ça dans la vie, en fait, tu peux pas te déshabiller, tu peux pas bien prendre ta douche, tu peux pas ranger. Oui, donc tu es encore dépendant et surtout dans ta famille reste des aidants. Voilà. Et en fait, on te colle toujours cette étiquette de la malade et puis mais attends, c'est bon, c'est passé maintenant. Enfin, ça sent très incompris. Donc l'idée, c'est que c'est un accident de vie au même titre qu'un accident de la voie publique, qu'une chute, qu'un trauma, enfin voilà. Et nous on les réadapte, on les rééduque pour qu'elles reprennent le cours de leur vie habituelle. Ça s'appelle le programme Record. Pour faire le lien par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on les reconnecte c'est ce qu'on dit, elles sont restées figées souvent sur le trauma du diagnostic, et nous, on les rééduque par le corps, et puis on refait le lien, et voilà. Et écoute, pour finir cette interview, on va passer sur une petite note sucrée. Donc bon, on va finir ça, et puis on va apporter le dessert. Voilà, du coup, on t'a préparé des fortune cookies. Des petits gâteaux avec des citations à l'intérieur. Donc vas-y, je t'en mets choisis-en un, je choisirai l'autre. Grosse citation. Allez. Normalement, si on casse, ça marche. Il n'est pas bon pour un médecin d'admettre qu'il ne se sent pas bien. C'est vrai? C'est très ancienne école. C'est un écrivain des années 1900, Herbert George Wells. Voilà. Ça. Et en fait, un bon médecin, c'est d'abord un médecin avec qui tu es en confiance. Et c'est vraiment ça que je vois, moi, maintenant. C'est que quand tu crées une très bonne alliance thérapeutique, en fait, derrière, ça déroule, quoi. Enfin, c'est hyper simple. S'il y avait un conseil à donner, ça paraît très... J'enfonce des portes ouvertes, mais c'est pas si évident que ça. Dans la pratique, déjà, on ne te l'apprend pas.
Et puis, ça, c'est une vraie compétence. Être en alliance thérapeutique avec ton patient, c'est pas du tout simple, en fait. Faut savoir s'adapter, faut savoir écouter, faut savoir regarder. Et en fait, c'est pas forcément un truc qu'on sait faire, je pense. On nous apprend à voir d'une certaine façon, mais pas à voir de façon globale, plus distancée, justement. Ok. Voilà. Même, j'avais l'impression parfois que, en fait, un médecin qui a l'air trop rassuré, trop sûr de lui, Ouais. parfois c'est un peu inquiétant, plus qu'un médecin qui va témoigner un peu son inquiétude au patient, tu vois. Je sais pas Alors, comment expliquer. non, alors, tu vois, dire que certaines situations te mettent mal à l'aise, dire que tu ne sais pas, mais que tu vas te faire en sorte de te renseigner. Enfin, voilà. Ça, je pense que c'est bien. Après, il faut quand même montrer que t'es... Enfin, si t'es trop en T'as du incertitude... sang-froid, ouais. Oui, enfin, voilà, je pense que sinon, et c'est normal, tu seras pas à l'aise. De la même façon, être beaucoup trop catégorique et dire « Ah bah, c'est comme ça, puis de toute façon, Ouais, non, c'est moi qui ai rien, raison. ça va aller, » Enfin, voilà. Et moi, j'ai une autre citation, du coup. « Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. » Ah, oui. C'est de Louis Pasteur. Ouais, et ben, il a tout compris. Non, mais c'est tellement... Mais C'est ça, guérir parfois, comment... soulager souvent et tout le temps écouter, quoi. Exactement. Et c'est comment revenir à la base. Et ça, on se le rappelle peut-être pas assez souvent. En rééducation, cette phrase, elle est magique parce qu'elle s'applique parfaitement. Et c'est peut-être pour ça que quand je compare sur les différents postes que j'ai pu occuper, je trouve que c'est le plus gratifiant pour moi parce que j'ai l'impression que je suis pleinement dans mon rôle et dans ces Dans ton trois métier fonctions. de médecin, Ouais. de soigner. Okay. Pour le coup, les gens, ils nous disent souvent il y a un avant, un après. Et oui, c'est gratifiant quand les gens t'ont dit bon, ça m'a changé la vie. Mais ils te le disent, voilà. Tu sens quand, oui, par exemple, ils vont se réconcilier. T'as un exemple de patient qui t'a dit ça vraiment, vous Ouais. m'avez changé la vie. Ouais. T'as un exemple en tête à nous donner Un patient que tu me disais tout à l'heure, est-ce qu'il y en a qui te marquent un peu? Lui, il m'a marqué là. C'est un patient qui a eu un accident de rando, jeune, étudiant. À qui tout réussit, dans la finance, qui est à Dauphine, mec brillant, intelligent, voilà. Bon, il fait la rando avec son pote, il glisse, il fait une chute de plusieurs dizaines de mètres, il se retrouve au fond du ravin, dans un cours d'eau, il se voit mourir, quoi. Il se voit tout seul, enfin voilà. Moi, je vois arriver ce jeune homme, franchement, je le vois au fond du seau, quoi. Enfin, et dans son fauteuil roulant. C'est une belle réussite parce que je me dis, on l'a accompagné sur un certain nombre, quasiment un an, je pense. Si t'es cassé quoi, les jambes, les bras Fracture jambes ouverte, multi-infectée, donc il a fait toutes les complications, tout ce que tu veux. Okay. Bon, diagnostic très lourd, quoi. Lourd, mais entre guillemets avec de la chance parce que pas de grosses lésions, pas d'atteinte médulaire, pas d'atteinte cérébrale, pas avec de grosses complications neurologiques derrière, parce que c'est toujours le pire. Hein. Donc avec un patient où tu sais que tu as un pronostic fonctionnel qui est bon. On avait mis en place des vis et des plaques au niveau de sa cheville, donc tu sais que derrière, il va avoir une grosse perte de mobilité. Donc ce mec qui faisait du trek, plein de choses. Je sais que sa vie va changer. Ouais. Et donc, il a fallu l'accompagner petit à petit sur le premier temps de récupérer, mais avoir en tête que peut-être que ce sera différent. Il sera peut-être pas tout à fait sur les objectifs qu'il se fixe. Parce que très exigeant envers lui-même. Et il ne concevait pas autrement, si tu veux. Et voilà, on l'a accompagné, toute l'équipe. Et ça a été super chouette de le voir vraiment guérir et s'améliorer sur tous les plans. Et là, ça a été hyper satisfaisant parce que ça a été un beau travail d'équipe. Donc après, il a repris la marche. Il a repris du poids, petit gars qui arrivait tout fermé, et complètement solaire. Qui réapprend à vivre, en fait. Qui réapprend à vivre. Un matin, j'ouvre ma boîte mail pro et là, je vois bonjour docteur, juste un petit update, pour moi. Et donc, je viens de faire le trek du Kilimandjaro et photo, il est au sommet, 2 ans après. Donc, non. Et hyper émouvant, je me rappelle, les larmes montent, le sourire vient parce que c'est trop beau, quoi. Ouais, c'est fou, il a tout réappris alors qu'il partait vraiment de fauteuil roulant. Nuggets. Je
te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'interviewer. C'était hyper intéressant. On a pu voir plein de thèmes différents et je pense que les gens ont beaucoup apprécié cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire en commentaire si vous avez apprécié ou pas la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner parce que ça nous soutient beaucoup dans le projet. Je vous rappelle que du coup, toutes nos vidéos sont aussi disponibles au format podcast sur toutes les plateformes de streaming. Et si vous aussi, vous avez une vie extraordinaire ou des histoires à raconter, vous pouvez nous écrire à l'adresse email qui est dispo en description. Voilà, je vous dis à bientôt et merci beaucoup de nous avoir suivis.